Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je lance en votre compagnie une nouvelle série de révisions pour le concours de Résidana, pour se motiver mutuellement, tout en combinant des informations théoriques avec des conduites à tenir pratiques. D'ailleurs, j'invite chacun de vous à nous laisser en commentaire un petit réflexe pratique qu'il a acquis durant son stage. Le mien, je vous le partage en fin de cette vidéo, donc restez branchés. On commence avec le module de gynécologie et notre item d'aujourd'hui portera sur la conduite à tenir devant une suspicion clinique d'une grossesse extra-utérine. Avant d'entamer la partie pratique, on abordera brièvement certains détails embryologiques et physiologiques pour mieux comprendre la clinique. Que désigne déjà le terme d'une grossesse extra-utérine? Comme réponse, une gestation extra-utérine désigne une nidation ectopique d'un œuf fécondé en dehors de la cavité utérine, qui est son siège habituel et physiologique. Un petit rappel embryologique très important qui est le phénomène de fécondation. Il siège au niveau du tiers externe de la trompe de Fallope, aussi appelée l'ampoule tubaire, représentant d'ailleurs le siège le plus fréquent de ce type de grossesse, mais heureusement le moins à risque de rupture, étant anatomiquement dilaté et proche de l'infundibulum et du pavillon tubaire. Aussi, un autre phénomène primordial, qui est la nidation du zygote. La nidation du zygote au stade de blastocyste se fait vers la fin de la première semaine du développement embryonnaire et son siège est au niveau de la cavité utérine. Donc, pour résumer, toute nidation ectopique en dehors de la cavité utérine va donner donc par la suite une grossesse extra-utérine. En tant que médecin au pavillon des urgences gynécologiques, nous serons face à une femme en âge de procréer, évidemment, rapportant la notion d'hémorragie génitale, de faible abondance, de couleur rouge sépia, donc allant vers le brun violacé, avec une douleur pelvienne latéralisée, orientant le plus souvent vers le siège de cette grossesse. Comme vous le savez, les ovaires travaillent de manière cyclique, donc le siège de la douleur oriente vers le côté de l'ovulation. Avec la notion de retard des règles qui est fondamentale pour évoquer le diagnostic d'une grossesse extra-utérine. C'est la base d'ailleurs. Notre interrogatoire doit préciser la date des dernières règles, qui va nous permettre de vérifier la notion de retard rapportée par la patiente durant son interrogatoire, et ce, par le calcul du nombre de semaines d'aménorrhée, qui se fait via des applications sur mobile. On doit aussi s'acharner sur la recherche de facteurs de risque de grossesse extra-utérine, type antécédent de gestation extra-utérine ultérieure, une infection génitale haute type salpingite, l'existence d'endométriose tubaire connue, la prise de microprogestatifs. Ici, on va ouvrir une petite parenthèse. Attention à un piège fréquent en QCM qui est la prise d'œstroprogestatifs, qui n'est pas un facteur de risque de grossesse extra-utérine. On doit aussi rechercher la notion de dispositif intra-utérin ou de stérilet, la fécondation in vitro, l'antécédent de chirurgie abdominopelvienne et ce par adhérence péritubère. On recherchera aussi la notion de prise de tabac ou de compression extrinsèque, sans oublier la possibilité que ça soit idiopathique. Cela veut dire sans cause décelable. Attention à omettre de préciser le groupage de la patiente pour se préparer à une éventuelle nécessité transfusionnelle en cas de bascule de l'état hémodynamique de celle-ci vers un état de choc hypovolémique secondaire à l'hémopéritoine par rupture tubaire, qui est la complication la plus grave et la plus redoutée en cas de grossesse extra-utérine. Après cet interrogatoire minutieux, on passe à la prise de constante, donc tout ce qui est tension artérielle, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, et rechercher d'éventuels signaux de choc, regroupant une tachycardie, des marbrures, un pouls filant, une hypotension artérielle ou froideur des extrémités. Cette étape nous permet d'évaluer l'état hémodynamique, étant stable ou non, qui va être décisif dans la prise en charge ultérieure. Une fois notre patiente est jugée stable,
On passera à l'examen clinique, que l'on débutera par une inspection, révélant peut-être l'existence d'une cicatrice abdominale témoignant d'un acte chirurgical ultérieur, suivi d'une palpation qui va révéler une défense localisée avec une douleur à la décompression brutale, signant ce qu'on appelle l'irritation péritonéale, suivi de l'examen au spéculum qui va confirmer l'origine endo-utérine des saignements. Cet examen clinique sera conclu par un toucher vaginal qui est douloureux et dans certains cas peut révéler l'existence d'une masse latéro-utérine ou l'empattement du cul-de-sac de Douglas. On passe maintenant à l'algorithme décisionnel devant une suspicion clinique d'une grossesse extra-utérine, sans signe de choc évidemment, car l'existence de signes de choc, par conséquent, il faut une stabilisation hémodynamique avec intervention chirurgicale type laparotomie ou cœlioscopie d'emblée. Sinon, si notre patiente heureusement ne présente pas des signes de choc, on a un laps de temps pour faire certains examens complémentaires, dont le premier est l'essentiel qui est le dosage de la bêta-HCG. Si celle-ci est revenue négative, donc le diagnostic de grossesse extra-utérine est écarté, il faudra s'acharner à la recherche d'un autre diagnostic. Par contre, si ce dosage est positif, il va être complémenté par un autre examen, qui est l'échographie pelvienne et endovaginale. Le rôle de cette échographie pour le diagnostic de grossesse extra-utérine est primordial, et ce, par la détermination de l'existence ou non d'un sac gestationnel en intra-utérin. Si ce sac gestationnel est présent, nous serons face à une grossesse intra-utérine. Juste entre parenthèses, une petite information. Ce sac gestationnel-là est visible si le taux de bêta-HCG est supérieur à 1500. Par contre, s'il y a l'absence de ce sac gestationnel en intra-utérin, aussi appelée une vacuité utérine. Cette vacuité utérine-là, soit elle est isolée, soit elle sera associée à l'existence d'une masse latéro-utérine. Si elle est isolée, avec toujours un taux de bêta-HCG élevé, nous serons face à une grossesse de localisation indéterminée. Ces deux derniers diagnostics, leur traitement repose par une cœlioscopie ou à un traitement médicamenteux à base de méthotrexate qui a des indications particulières. L'information la plus importante à retenir de ce cours est le fait que tout hémorragie génitale chez une femme en âge de procréer est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Voici notre petit réflexe pratique pour aujourd'hui. Toujours demander si la femme est mariée ou non afin d'éviter de réaliser à tort un toucher vaginal chez une femme vierge. Si vous êtes médecin de sexe masculin, évitez tout examen gynécologique seul, isolé avec votre patiente. Donc toujours avoir une tierce personne comme témoin pour éviter toute accusation à tort.